Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jean Ornin, le directeur général de Citeo, l'éco-organisme qui propose des solutions pour réduire, employer, recycler les emballages, se lance dans la création d'emballages réutilisables. C'est le retour de la consigne à grande échelle. Le débat de ce Smart Impact sera consacré à la réparabilité avec le fabricant de literie Télibert qui propose un matelas réparable à vie, et puis le réseau Envie qui rénove des centaines de milliers d'appareils chaque année. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Mub qui propose des colonnes végétalisées installées dans nos villes. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Jean Ornin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Citeo. On va parler ensemble du retour de la consigne, de cet emballage, de cette ambition de refaire des emballages réutilisables. Voilà, un usage massif pour nous. D'abord, rappelez-nous le rôle de Citeo, éco-organisme, comment vous fonctionnez? Oui, Citeo, c'est une entreprise à but non lucratif qui a été créée par les entreprises de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages. Voilà. Donc elle finance, elle paye 1,3 milliard chez Citeo chaque année pour qu'on puisse développer ce qu'on appelle l'éco-conception, donc la recyclabilité ou le réemploi, et puis collecter vos emballages dans le bac jaune. Donc on paye les collectivités locales pour que tout ça aille dans un bac, aille dans un centre de tri et aille au recyclage. Voilà, le principe, c'est l'économie circulaire, c'est éviter de puiser dans les ressources naturelles. Ça existe depuis combien de temps, Citeo? Depuis 30 ans. 30 ans, alors il y a 30 ans, c'était peut-être un peu pionnier, j'en sais rien, mais et puis surtout dans l'évolution et la simplification peut-être de nos modes de tri, il y a du progrès quand même Par rapport à il y a 30 ans, oui, puisque on avait encore des décharges à ciel ouvert, tout ça finalement partait dans des décharges. Aujourd'hui, on a quand même créé le geste de tri, on recycle 70% de nos emballages ménagers. Alors, on est très bon sur le verre, on est beaucoup moins bon sur le plastique, on a des progrès à faire. Mais le geste s'est installé, c'est le deuxième éco-citoyen, le deuxième geste éco-citoyen, et donc, c'est un système qui se déploie dans le monde entier. Ouais. Et donc, vous lancez une opération pour généraliser les emballages réemployables. Je le disais tout à l'heure, c'est le retour de la consigne. Oui, en fait, c'est le fait qu'il faut à un moment donné réduire la production de nos déchets. Oui. Et que dans le domaine de l'emballage, qui est quand même une partie importante de nos déchets, on peut faire de l'usage multiple par rapport à l'usage unique. Donc au lieu d'utiliser une seule fois un emballage, on va l'utiliser 10 fois ou 20 fois avant, bien évidemment, de le recycler. Alors là, vous êtes venu avec un exemple. C'est quoi? C'est une bouteille de verre? Oui, c'est ce qu'on appelle un litre fraîcheur. Ce sont des standards. Donc, on essaie de restandardiser des emballages pour qu'on puisse y mettre celui-ci à la fois des jus de fruits ou de la soupe et qui puisse être utilisé par différents industriels. Et le principe, donc il est assez solide. Il y a un petit marquage. Et donc, le principe, c'est que celui-ci, quand vous allez acheter votre produit, vous allez effectivement payer 20 ou 30 centimes de plus, donc c'est le montant de la consigne, quand vous allez acheter, et on vous rendra vos 20 ou 30 centimes quand vous le rapporterez au magasin. Voilà. Et ensuite, il va partir dans un cycle de lavage, pour pouvoir être réutilisé et revenir en magasin. Et donc, là où, par rapport peut-être à la consigne de nos parents ou de nos grands-parents, c'est que là, vous avez fédéré une centaine d'acteurs qui, et notamment, alors peut-être que parmi la centaine d'acteurs, il n'y a pas que des commerces, mais pas mal d'enseignes qui vont tout accepter ce modèle. C'est ce que je comprends bien. Hein. Oui, en fait, pour créer ce système-là, il faut créer ce qu'on appelle une filière. Donc, il faut qu'un grand nombre de magasins référencent ce produit et le vendent, qui est en amont des entreprises qui disent oui, je vais mettre mon jus de fruits ou ma soupe et donc éventuellement modifier sa ligne de production. Ensuite, il faut des systèmes de logistique qui embarquent ça pour les emmener dans des laveuses, parce qu'il faut faire la vaisselle en gros, et ensuite les renvoyer chez les industriels. Donc c'est vrai, c'est toute une chaîne très complexe, quelque chose de simple pour un consommateur, mais toute une chaîne complexe, et donc on met ça en place dans 4 grandes régions françaises à partir de l'année prochaine, pour relancer ce mouvement du réemploi en France. Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, est-ce qu'il y a encore des partenaires à trouver ou à convaincre ?
Il faut bien évidemment, parce qu'il faut que c'est un mouvement global. Donc, il nous faut des distributeurs, donc des grandes chaînes de magasins, mais ils sont globalement volontaires. Tout le monde est en train de prendre ce pli du finalement. On va continuer bien évidemment à recycler nos emballages. On aura toujours de l'emballage à usage unique, mais à un moment donné, on peut de temps en temps peut-être faire réduire notre production de déchets. Après, il faut aussi qu'on ait des grandes marques d'industriels qui, finalement, vont mettre leur jus de fruits, leur soupe dans ce domaine-là. Il nous faut des industriels du lavage, il faut des industriels de la logistique. Et après, surtout, il faut qu'il y ait des gens qui viennent dans des magasins et qui se disent « Ah bah, je vais prendre celui-ci plutôt qu'une autre qui sera emballage à usage unique ». Avec, parfois, sortir les 20 ou 30 centimes de plus pour acheter le produit par rapport à un autre, ça peut être un frein. Oui, et puis nos vies ont changé. On n'est plus il y a 20 ou 30 ans, donc les gens travaillent. Donc, oui, moi, je n'imagine pas me trimballer mes 10 bouteilles de verre en allant au bureau le matin. Donc, vous pouvez aussi avoir des systèmes de livraison à domicile qui font, il y en a, avec des jeunes entreprises, le fourgon, la tournée, qui font ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un changement. Mais au global, si on veut réduire notre impact environnemental, on sait qu'on doit changer. Oui. Le changement n'est pas facile. Il faut essayer de rendre cette expérience la plus désirable et puis la plus compétitive en matière de prix, parce que vous avez raison, il y a un enjeu de prix. Or, dans des contextes aujourd'hui d'inflation, il faut que ce soit compétitif par rapport à la même chose en usage unique. Et c'est tout le challenge qu'on a dans les années qui viennent. Oui, je vais rappeler l'objectif donné par la loi AGEC, la loi anti-gaspi pour une économie circulaire, 10% d'emballage réemployé d'ici 2027. On en est loin, très loin aujourd'hui. Oui, on en est loin. Dans l'emballage ménager, on est à peu près à 1,5%. Ouais. Donc c'est un objectif qui est ambitieux. Après, atteignable ? Oui, il est atteignable. Il est atteignable dès lors que l'ensemble des acteurs, en fait c'est le principe de Citeo. Citeo, c'est l'ensemble des entreprises de la grande consommation et de la distribution qui se mettent ensemble pour trouver des solutions. Elles ont réussi à le faire dans le domaine du recyclage, où finalement on arrive aujourd'hui sur toute la France à collecter, trier, recycler la majeure partie des emballages. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans le domaine du réemploi. Ça c'est un exemple, il y en a d'autres ? Vous travaillez sur d'autres emballages réemployables ? Ah oui, vous allez avoir la bière, donc 75 centilitres, 33 centilitres. Vous allez avoir des pots dans lesquels vous allez pouvoir mettre ou du fromage blanc ou des légumes. Et il y aura comme ça, à terme, sans doute une trentaine de références, de standards qui vont être mis sur le marché. Alors, il va falloir quelques années. Ça ne va pas se produire immédiatement, parce qu'on a mis 30 ans à créer la filière de recyclage. On mettra du temps, mais je pense qu'on y arrivera. Quel gain en termes environnemental, est-ce que vous l'avez modélisé ça, ou est-ce que c'est trop tôt pour répondre à cette question ? Non, on peut le modéliser. Après, il y a des conditions de nombre de rotations. Donc en fait, il faut que cet emballage, si elle fait juste une rotation et qu'on la met dans le bac de tri, ça ne vaut pas le coup. Et donc il faut qu'elle fasse au moins 5-10 rotations. En général, elles font même jusqu'à 20. Et puis l'autre condition, c'est qu'elle ne fasse pas trop de kilomètres. C'est du verre. C'est lourd. Si vous mettez des camions qui font 1000 km avec des emballages dedans, c'est pas bon. Donc en fait, il faut qu'il y ait un maillage ensuite de laveurs et d'industriels qui puissent l'utiliser pour différents produits. Et en fait, c'est tout le principe d'avoir des standards. Vous pouvez le réutiliser plus proche, mais pour un produit qui sera différent, de façon à réduire l'impact environnemental. Oui, donc c'est pour ça que vous le testez d'abord en quelque sorte dans 4 régions avant de le diffuser. Je disais qu'en octobre, il y a donc ce mois-là, on est dans un appel à manifestation d'intérêt auprès des opérateurs pour identifier et sélectionner le gestionnaire unique chargé d'opérer la boucle de réemploi dans le périmètre de la phase d'activation. J'adore les termes employés pour les appels, mais c'est exactement ce dont on parle, c'est-à-dire trouver région par région ceux qui vont permettre qu'on soit dans un cycle relativement court, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, il nous faut déjà un grand nombre de magasins. On a déjà 1200 magasins qui nous ont dit qu'ils étaient volontaires. Alors volontaires, il faut installer des machines de déconsignation ou alors avec la petite douchette pour arriver à déconsigner la bouchette. Donc il faut un certain nombre de magasins. Après, il faut qu'on ait un opérateur effectivement qui puisse opérer toute la logistique, le lavage, le retour, avoir suffisamment de stock. Parce que si vous ne la rapportez pas tout de suite, il faut quand même continuer à pouvoir vendre des produits. Et donc, c'est tout cet enjeu logistique auquel il faut répondre.
Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train d'accomplir dans ces 4 régions. Et le but, c'est d'essayer de commencer à créer quelque chose à l'échelle. Parce que du réemploi, vous avez beaucoup d'expérimentations aujourd'hui de réemploi ici ou là. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que la France passe au réemploi. Et donc, on démarre avec ces 4 grandes régions, hein, ça fait quand même 16 millions d'habitants, de façon à pouvoir tester, faire les premières erreurs aussi, hein, et corriger tout ça pour déployer à l'échelle du territoire. Date officielle du démarrage, c'est pour quand ? Ce sera avant l'été, ce sera mai-juin de 2025, donc vous aurez ce premier litre fraîcheur dans les rayons. Bon, super, on se revoit dans un an pour faire le premier bilan. Alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Jean Ornin et à bientôt sur Bismart for Change. On passe au débat de cette émission, la réparabilité en question. La réparabilité, c'est le thème du débat de ce Smart Impact avec Julien Sylvain, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Telibert. Guillaume Ballas, bonjour. Bonjour. Délégué général du réseau Envie. On va commencer par des questions toutes simples de présentation. Telibert, votre philosophie, c'est quoi ? Le luxe durable, j'ai lu ça ? Alors, Telibert, d'abord, on a un acteur incontournable maintenant du matelas en France. Donc, on a 10 ans en 2025. Ouais. Et donc, on reste une jeune société, mais on a vraiment changé la manière de vendre le matelas. Il faut imaginer qu'avant, le matelas, c'était vraiment des très grandes boutiques avec plein de matelas, des promos partout, un choix qui est très compliqué. On a toujours l'impression de se faire avoir quand on achète un matelas. Et nous, on a simplifié tout ça avec une offre extrêmement courte. On a commencé avec un seul matelas, une marque plutôt bienveillante, avec le prix juste toute l'année, une technologie qui est simple à aborder. Et on a développé comme ça la société. Donc aujourd'hui, on est vraiment incontournable. On a vendu un peu plus de 300 000 matelas. On a une grosse part de marché, on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on vient effectivement de lancer un produit plus haut de gamme qui est réparable. Oui, luxe durable, on y reviendra dans un instant. Le réseau Envie, en quelques mots, Guillaume Ballas. Alors nous, on fait du reconditionnement électroménager. Nous sommes des entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc on s'adresse à des publics éloignés de l'emploi qui on permet de reprendre pied dans la vie économique. Et on est économie sociale et solidaire. Voilà, c'est 3800 salariés aujourd'hui et plus de 100 points d'entrée dans le territoire. La rénovation, la réparabilité, c'est au cœur de votre activité ? Oui, parce que si jamais nous ne pouvons pas réparer, parce que notamment la fabrication des appareils l'interdit, ce qui est parfois le cas ou parfois la volonté, avec l'idée du fabricant de se dire il n'y a que moi qui aurai la main sur la réparation, qui pourrait autoriser les pièces détachées ou même le dépeçage de l'appareil, et on ne peut plus faire notre travail. Donc évidemment, il y a un enjeu absolument majeur. Mais enfin, beaucoup de fabricants aujourd'hui comprennent cet enjeu. Il ne faut pas être pessimiste. Oui, alors on essaye de jamais être pessimiste dans cette émission. On va évaluer justement cette mutation en cours. Vous lancez donc un nouveau matelas qui s'appelle Grand Ours. Alors, il est réparable à vie. Ça, c'est la promesse marketing, on va dire ça comme ça. Mais comment vous la tenez, la promesse ? Je pense qu'on partage une vision qui est celle que, en fait, le meilleur produit à mettre sur le marché, c'est le produit qui ne pollue pas, évidemment. Donc, du coup, si on peut réparer un ancien produit, on réduit vraiment. Dans le cas du matelas, un matelas, en moyenne, c'est 300 kg de CO2. Donc, c'est quand même un produit qui est assez polluant et assez important dans notre vie aussi. Donc, du coup, on a beaucoup réfléchi en interne sur ce qui permet de réparer un matelas. On a, par exemple, nous, notre matelas principal, c'est un matelas qui est entièrement déhoussable et on peut laver la housse du produit. Ça paraît bête, mais en fait, il y a moins de 5% des matelas qui ont une housse qui est lavable, alors que c'est le premier problème d'un matelas, c'est la housse qui est tachée. Et c'est dommage de se débarrasser d'un produit uniquement pour ce détail-là. Mais on allait plus loin pour ce produit plus haut de gamme, où on avait, comme on vise un confort plus sophistiqué, on veut vraiment un produit qui plaise à une gamme de clients qui est prêt à mettre plus d'argent dans le matelas. Parce qu'il coûte combien ce matelas Grand Ours ? Il coûte 2690 €. Oui, effectivement. Ça paraît cher par rapport à notre gamme, c'est pas très cher par rapport au prix moyen du matelas vendu chez les spécialistes. Et par contre, du coup, on s'est dit c'est l'opportunité de vraiment innover, de mettre ce qu'on sait faire dans le matelas. Et donc, du coup, on a non seulement la housse qui est remplaçable, mais on a aussi le matériau d'accueil qui est le deuxième problème le plus fréquent qui va... Matériau d'accueil, c'est-à-dire C'est la couche sur laquelle on va dormir directement. Qui, elle, mécaniquement, avec l'effet du temps et de la transpiration, évidemment, et du poids du dormeur, va s'affaisser. Mais par contre, l'âme du matelas, c'est-à-dire l'intérieur, les ressorts, il y en a 1600 dans le cas de ce matelas, elle ne va pas bouger pendant 30 ans.
Et en fait, c'est tellement dommage de se débarrasser d'un produit alors que le moteur du matelas, lui, est intact. Donc, on a vraiment imaginé notre produit pour qu'il soit réparable. Donc, le client va pouvoir nous solliciter, on va lui renvoyer les pièces d'usure du produit pour que son produit puisse durer 30, 50, 40 ans. Ouais. Vous fêtez, là, au mois de novembre, les 40 ans du réseau Envie. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'évolution, c'est-à-dire vous sentez la mutation depuis quoi, une petite dizaine d'années, vous commencez à avoir des constructeurs, des marques qui se disent oui, mais il faut quand même qu'on lâche un peu et que nos produits soient plus réparables. Alors oui, on le voit de manière extrêmement nette, notamment chez les fabricants qui sont aujourd'hui en Europe, alors qu'ils fabriquent en Europe ou qui fabriquent ailleurs, mais dont les sièges sociaux, l'intelligence, j'allais dire, de conception est en Europe. Le problème et le risque, c'est qu'on voit depuis à peu près maintenant une année et demie, les flux d'électroménagers en provenance d'Asie de l'Est, de Chine, pour tout dire, à très bas prix, qui correspond à une stratégie industrielle chinoise, on le sait dans d'autres domaines, arriver en Europe de façon forte. Or ça peut tout casser. Parce que les fabricants vont se dire, là, il y a du low cost en gros qui est en train de nous concurrencer. On ne va pas se faire des efforts à construire des appareils réparables, un peu plus chers, qui risquent, etc., etc. Et c'est dommage parce que nous, on vient de faire une analyse de cycle de vie de l'électroménager reconditionné. Alors, les chiffres ne sont pas encore officiels, je ne vais pas vous les donner, mais on va les donner très bientôt. Dans l'esprit. Ah, c'est impressionnant. Je veux dire, on est sur des multiples qui sont à 2 chiffres d'impact en moins sur l'environnement et notamment sur les gaz à effet de serre de la part des appareils reconditionnés. Donc on voit qu'une machine à laver qui est reconditionnable ou pas, c'est quoi? C'est 20-30%? C'est ça. Non, pas 20-30%, c'est x30. Ah oulala, j'étais très loin du compte. On va être sur des échelles extrêmement impressionnantes. On rendra ça public bientôt justement avec nos 40 ans. Mais il y a donc aujourd'hui un enjeu fondamental qui fait qu'on peut changer les choses. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aujourd'hui, en faisant autrement d'un point de vue industriel, avec des produits qui durent beaucoup plus longtemps, et c'est possible, et vous le montrez aussi, changer la donne en termes climatiques. Ouais. Il y a d'autres leviers d'action. Il y a par exemple le recyclage alors là, pas seulement le matelas, mais de la literie de ce qui l'entoure. Là aussi, vous travaillez là-dessus? Alors, on travaille sur plusieurs choses. Déjà, évidemment, nous, on a un éco-organisme écomobilier qui fait un super travail. Aujourd'hui, quand on livre pour les gens sérieux comme nous, ce n'est pas le cas de tous les acteurs, mais quand on livre un matelas, on est obligé de proposer au client de reprendre son ancienne literie pour pouvoir massifier le flux de produits collectés et pouvoir les transmettre en bon état aux recycleurs. Donc ça, c'est un travail formidable qui a été fait. La majorité des acteurs sérieux comme nous participent du coup à cette tâche avec grand plaisir. Ça s'appelle Écomobilier, c'est ça, l'éco-organisme qui s'occupe de ça. Et derrière nous, effectivement, maintenant que la filière de matières recyclées s'améliore et améliore la qualité de ses produits. Nous, on essaye d'intégrer un maximum de matières recyclées dans nos produits. Ce n'est pas toujours possible, mais par exemple, dans nos matelas, l'intégralité des ressorts sont faits en acier recyclé. Pour la majorité de nos produits, les textiles aussi sont des textiles issus de polyester, de coton recyclé. Donc, on intègre ces matières-là. Après, là où je vous rejoins, c'est que l'impact de la matière recyclée par rapport au prolongement de la durée de vie du produit à la réparation, il est infime. En fait, en réparant le matelas Grand Ours, avec quelques pourcentages de poids carbone du produit, on va rajouter 10 ans ou 15 ans de durée de vie. Donc c'est vraiment un axe prioritaire de travail pour nous. On a pour objectif que l'intégralité de nos produits soit réparable d'ici 2 ans. Et il faudrait que ce soit le cas pour tous les metteurs sur le marché de produits de grande consommation, en tout cas pour l'équipement de la maison. Et le levier du prix, on y revient. C'est-à-dire que si vous faites face, je vous pose la question à vous, Julien Sylvain, à une concurrence, alors étrangère évidemment, le mot est facile, mais c'est souvent ça, à très très bas prix, vous, votre modèle économique, il est en souffrance. À quel point il est fragile, vous voyez ce que je veux dire? Une bonne manière de démontrer l'intérêt d'investir dans des produits de qualité, c'est évidemment le plaisir qu'on va prendre à utiliser le produit au quotidien, mais c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, mais c'est aussi de pouvoir rationaliser le rapport qualité-prix sur une durée longue. Donc nous, on
explique aux clients que, effectivement, acheter un matelas qui est fait en Chine à 400 €, c'est tout à fait possible. Par contre, ils vont le garder pendant 3 ans. Parce que très vite, il va se dégrader. Et donc, investir sur un matelas qui va valoir 2600 €, mais qu'on va garder pendant 40 ans, c'est plus intéressant. Sauf que quand on en est un peu sorti, mais quand on est dans une période de forte inflation, c'est très difficile de faire passer ce discours-là. Vous avez commandé un sondage à l'Institut Opinionway, justement sur le rapport des Français au reconditionné. Alors là, voilà, est-ce qu'on est un peu dans cette schizophrénie, c'est-à-dire on en veut beaucoup, mais est-ce qu'on est prêt à mettre l'argent pour, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que dit le sondage, c'est d'abord une première leçon qui est inquiétante, c'est que la motivation écologique par rapport à il y a quelques années est en très forte baisse. La motivation pour aller le reconditionner est liée en effet à la période d'inflation qu'on a vécue ces 2 dernières années, et donc c'est d'abord et avant tout le prix. Ce qui fait que pour nous en vie, c'est pas trop dérangeant, puisque nos appareils reconditionnés sont moins chers que le prix moyen du neuf, de 30 à 60%. Mais c'est vrai que si on raisonne en termes d'allongement de la durée de vie de produits, et notamment d'avoir des produits qu'on achète plus chers, mais avec des services qui nous accompagnent pendant très longtemps, en fait, il faut découper le prix par le nombre d'années. C'est assez simple. Et pas simplement voir l'investissement dans l'appareil ou dans le produit sur le moment, entre guillemets. Et donc faire ça sur le long terme, en fait, c'est ce que faisaient nos anciens. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on revient en fait à des conceptions économiques qui existaient, qu'on a un petit peu oubliées avec la surconsommation sans régulation qu'on a vécue ces dernières années. Ouais. Est-ce que je reste avec vous, Guillaume Balas, est-ce qu'il y a un effet pervers de l'économie circulaire au sens où on se dit, pour les vêtements par exemple, on se dit tiens, je peux m'acheter des t-shirts qui valent pas cher parce que je sais bien que je pollue la planète, mais c'est pas grave, je vais les revendre sur tel et tel site. Évidemment, je vois très très bien ce que vous voulez dire. Et sur le textile, oui, il y a un problème. Il y a une conception, notamment chez les jeunes consommateurs, qui est de dire finalement c'est les produits pas chers. Il y a des circuits de vente individuels qui se mettent en place. En fait, on est et consommateur et commerçant, entre guillemets. Et donc finalement, alors qu'on achète des produits qui ont déjà de la seconde main, qui ont déjà été portés, on va en acheter de plus en plus, ce qui annule l'effet écologique. C'est pour ça qu'en fait, et ça c'est un point très important, l'économie circulaire ne suffit pas. Il faut aussi de la sobriété dans la production et de la sobriété dans la consommation. Voilà, si on n'a pas les deux, ça ne marche pas. Et alors, on en revient au modèle économique commercial. C'est-à-dire que le modèle économique commercial, c'est quand même au départ de vendre le plus de produits au plus grand nombre de personnes. Vous l'avez abandonné en partie, ce modèle ? On est devenu entreprise à mission en 2021 avec cette analyse qui est parfaite, qui est on a nous un rôle à jouer dans la sobriété des consommateurs autant que dans la performance écologique de notre production. Donc on essaye de réduire évidemment l'empreinte carbone de nos produits, mais aussi de déclencher ou d'enclencher, on va dire, une dynamique vertueuse dans notre industrie. C'est notre grande mission au sein de Teddy Bear. Donc on a beaucoup travaillé sur les matériaux, notamment, on en revient toujours aux anciens, mais notamment sur la laine qu'on a intégrée dans nos produits. Donc on utilise la laine qui est extrêmement vertueuse, qui est jetée aujourd'hui pour l'intégrer dans nos produits, et on travaille sur des enjeux comme la réparabilité pour allonger la durée de vie des produits. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Romain Bourdet, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de MUB, créé en 2022 avec Mathieu Jacobs. Quelle idée de départ, racontez-moi. Alors l'idée de départ, c'est que nous sommes des gens qui ont du paysage, de l'environnement, donc on est des jardiniers pour simplifier, et on a vu dans les villes de plus en plus un besoin de végétalisation. Donc des arbres, les villes en ont planté un peu partout. En revanche, on s'est vite retrouvé confronté au problème de se dire on ne peut pas en revanche en mettre dans certains endroits, et en particulier les centres urbains hyper densifiés. Donc comment fait-on pour développer du vert ? Ça, tout le monde est d'accord, dans des environnements qui n'ont pas été conçus pour. La ville, elle s'est développée d'une façon où faire revenir le végétal, c'est une volonté, mais ça se heurte à des problématiques de réseaux souterrains, de proximité des bâtiments. Donc l'idée d'une colonne végétalisée, c'est ça ? Exactement. On s'est dit comment faire pour répondre à tous ces enjeux, et on a donc travaillé sur une architecture, et très vite, l'architecture d'une colonne, c'est ce qui utilise le moins de place au sol, et avec une végétalisation à 360 degrés, on crée en fait
une quantité de végétal très importante par rapport à l'emprise au sol. Alors on voit quelques images, quelques photos, et quand on voit la photo, on n'imagine pas le niveau d'innovation que ça suppose. C'est-à-dire, il y a des capteurs, il y a des algorithmes qui travaillent, expliquez-nous. Exactement, c'est-à-dire qu'on est parti d'un postulat de base, parce que je vous dis, on est des jardiniers, et une plante pousse dans la terre, donc c'est un tube avec de la terre et des plantes qui poussent dessus, donc ça paraît très simple, mais il a fallu 3 ans de R&D pour arriver à un résultat satisfaisant, et effectivement, la colonne aujourd'hui est un objet qui est assez rustique dans sa conception, mais qui embarque énormément de technologies, à savoir des capteurs, des algorithmes de calcul de l'hygrométrie, pour qu'elle ait également un aspect autonome. Et une colonne est connectée au réseau d'eau et est totalement autonome. Il n'y a pas d'intervention humaine. Ah, j'allais vous poser la question, mais elle se donc recharge en eau uniquement quand elle en a besoin, c'est ce que je comprends. Vous avez des capteurs à l'intérieur de la colonne qui analysent les besoins en hygrométrie et en arrosage, et la colonne déclenche toute seule son processus d'arrosage et a même un côté prédictif en fonction des prévisions météo, puisque le challenge de l'eau est également un challenge très important dans notre démarche. C'est pas tant de pouvoir créer du végétal en ville, ça on y est arrivé, mais comment également faire pour économiser les ressources en eau et en entretien. Et ça, on y est arrivé avec cette R&D. Aujourd'hui, on a des économies d'eau très importantes par rapport à la surface créée, et on ne nécessite que 2 entretiens par an, ce qui est inférieur à l'entretien d'une surface horizontale qui est plus traditionnelle. Et alors, vous travaillez notamment avec des opérateurs d'infrastructures télécom, parce qu'il y a cet enjeu de déploiement des antennes, notamment des antennes 5G. Alors ça, c'est une de nos activités également, c'est que notre point de départ, c'est vraiment végétaliser la ville. Donc ça, on a réussi à le faire. On a installé plus de 200 colonnes en France. Le produit est opérationnel, mais on s'est très vite rendu compte qu'on pouvait l'améliorer en y ajoutant des services. Le végétal, qui est très efficace pour ses qualités de végétal, peut également apporter des services à la ville. La ville se connecte, la ville est de plus en plus intelligente. Et donc, une colonne crée un point haut qui est intégré au végétal, et donc on peut y positionner des antennes de télécommunication, mais également tous les équipements en lien avec la Smart City. Donc aujourd'hui, on a plusieurs canaux d'installation, c'est la végétalisation, ça c'est notre point de départ, c'est ce qu'on sait faire, mais on a également des partenariats avec des opérateurs télécoms et des opérateurs d'équipements Smart City, et donc le végétal apporte maintenant du service. Avec aussi, et j'aurais pu commencer par là, mais un apport en termes de biodiversité, peut-être de fraîcheur, parce qu'on parle souvent des îlots de chaleur dans les villes. C'est l'objectif de faire revenir le végétal en ville. Nous, on échange régulièrement avec les élus, avec des intervenants dans ce domaine de la végétalisation urbaine. Et les points importants, c'est le retour de la biodiversité. Donc ça, nous, on est très performant, puisqu'une colonne, c'est une vingtaine d'espèces de plantes, donc ça a 20 fois plus de biodiversité qu'un arbre, qui est une monoespèce. On a également un effet purifiant, puisqu'on absorbe les composés organiques volatiles, on a une absorption carbone, et on travaille également beaucoup l'effet îlot de chaleur, puisqu'on peut également rajouter de l'ombrage à une colonne, et donc on a un impact sur ce point qui est très important pour les villes, qui est rafraîchir l'espace urbain. Un mot de vos ambitions, développement à venir. Vous êtes présent en France uniquement? Alors là, on est présent en France, c'est-à-dire qu'on est sur le marché du mobilier urbain végétalisé. On a des partenariats avec des opérateurs télécom, et on a des partenariats avec des opérateurs de Smart City. Donc la végétalisation urbaine, le mobilier, ça c'est déjà effectif, on a installé plus de 200 colonnes. En revanche, on est sur de nombreux projets, là en revanche, qui sont portés un équipement tout en végétalisant. Et ça, c'est quelque chose qui devrait intervenir normalement sur l'année 2025, et on a également pas mal de touches à l'export. La colonne est un produit particulièrement adapté aux villes d'Asie, aux villes du Moyen-Orient, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Merci beaucoup Romain Bourdet, bon vent à Mub. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite.